Noémie Sidvon Aouzi, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, ce 9 janvier. Bien entendu, en cette journée, on peut imaginer, vous qui avez été témoin de ce qui s'est passé dans l'hypercachère ce terrible vendredi 9 janvier, il y a 3 ans, jour pour jour. On peut imaginer que cette journée sera une journée particulièrement difficile pour vous. Et je voudrais vous demander de nous raconter où vous étiez à ce moment-là et ce qui s'est passé ce vendredi après-midi lorsque le terroriste est entré dans l'hypercachère de la porte de Vincennes. Alors moi, ce vendredi, j'étais du côté de la porte de Vincennes, un peu comme d'habitude, et je me suis arrêtée pour faire mes courses à l'hypercachère. Et j'étais au fond du magasin quand j'ai entendu des tirs. Et j'ai vu des gens courir dans le magasin, des gens qui criaient, qui disaient vite, il est armé. Et c'est vrai que j'ai rapidement compris ce qui se passait, étant donné l'actualité des jours précédents avec les attentats de Charlie Hebdo et puis la policière qui avait été tuée juste après. Et il y a eu un mouvement de panique. Et c'est vrai que j'ai rapidement suivi le mouvement de foule et des gens sont descendus par un escalier. Donc j'ai suivi en fait le mouvement et je me suis retrouvée en bas dans la réserve avec d'autres personnes. Et avec d'autres personnes, on s'est caché dans la chambre froide jusqu'à l'intervention de la police. Alors, vous étiez combien dans la chambre froide et combien de temps tout cela a duré ? Alors on était 6 dans la chambre froide plus un bébé et ça a duré depuis le départ en fait de 13h jusqu'à l'intervention de la police à 17h. Et à ce moment-là, vous ne saviez pas exactement ce qui se passait, vous n'arriviez pas à savoir ce qui se passait ? Alors c'est vrai que on avait quand même vu certaines choses, donc on avait déjà entendu qu'il avait tué des personnes parce que ça c'était vraiment au tout départ avant qu'on descende. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement un peu de panique. On est descendu, on était très nombreux, on était une bonne vingtaine de personnes. À la suite de ça, certains sont remontés pour voir ce qui se passait en haut, parce que aussi ils avaient peur et ils se disaient qu'en remontant, les choses allaient peut-être se calmer. Et on a entendu à nouveau des coups de feu. Voilà, donc on savait quand même que les choses ne se passaient pas très bien. On imaginait qu'il y avait des morts, on ne savait pas exactement combien. On ne savait pas non plus s'il était seul ou pas, si le terroriste était seul ou pas. On n'entendait pas grand-chose, nous, en bas. Et vous étiez, je le suppose, silencieux, pas de bruit pour ne pas attirer son attention ? Ou alors c'était Oui, quand même assez éloigné, il ne pouvait pas vous entendre ? Non, évidemment, on essayait de faire le moins de bruit possible. On était vraiment très, très silencieux parce qu'on disait qu'au moindre bruit qu'on faisait, il allait nous entendre et il allait descendre et nous tuer. Et comment... alors, on a parlé de ce qu'a fait Lassana Bathily, vous savez, cet Oui. employé de l'hypercachère. Vous étiez en contact avec lui ou pas du tout à ce moment-là ? Alors effectivement, il y a, on va dire, une grande polémique dessus. Oui. Moi personnellement, Lassana, je l'ai vu en descendant dans la réserve parce que c'était un employé, il était en train de ranger la réserve. Oui. Donc effectivement, on l'a vu, on a parlé avec lui puisqu'on lui a demandé s'il connaissait des sorties de secours. On a essayé de chercher avec lui et après rapidement, on est rentré dans cette chambre froide et c'est vrai que moi, personnellement, après, Lassana, je l'ai pas vue. Mhm. Après, Oui. c'est vrai que on est rentré spontanément dans la chambre froide puisqu'elle était ouverte. Donc, personne nous a vraiment mis dedans. Et après celle-ci était, vous aviez la possibilité de sortir pendant ces heures cruciales. La chambre froide, oui, elle était ouverte, elle n'était pas fermée à clé. On pouvait bien évidemment sortir, mais à aucun moment on l'aurait fait. On avait vraiment trop peur de faire le moindre bruit. Et alors, ensuite, vous avez certainement donc entendu l'assaut des forces de police. Comment ça s'est passé ? En combien de temps ça s'est produit ? Et combien de temps après vous avez été libéré ?
Alors, c'est vrai que l'assaut des forces de police a été très impressionnant. Moi, personnellement, je l'ai vécu un peu comme une libération parce que c'était vraiment des bruits de libération. Après, je sais que ça a été traumatisant pour d'autres personnes. Ça a duré, ça a été très rapide. En fait, nous, on a eu l'impression que ça a duré très longtemps, mais ça a duré vraiment que quelques minutes. Et très rapidement, on a entendu les forces de l'ordre descendre. Après, vraiment, on a attendu que ça soit eux qui nous ouvrent la porte parce qu'on n'osait pas sortir. On savait pas si le terroriste n'était pas descendu pour essayer d'échapper aux forces de l'ordre. Donc, vraiment, on a attendu que ça soit eux qui ouvrent la porte. Et puis, rapidement, ils nous ont fait sortir. Et ils ont été vraiment très bien avec nous. Ils nous ont expliqué que voilà, on allait remonter par le haut du magasin, forcément pour pouvoir sortir du magasin, et qu'il fallait absolument pas qu'on regarde autour de nous, qu'on regarde par terre. Ils ont essayé d'être très protecteurs avec nous. Alors, 3 ans après, en cette journée, on va dire cette journée du souvenir, la question que on peut vous poser, c'est de savoir quels ont été les contre-coups de ce drame, de ce que vous avez vécu pendant ces heures-là. Tout de suite après, peut-être par la suite aussi, au fil des ans. Oui, bien sûr. Ça a été très compliqué dans les jours qui ont suivi. Beaucoup de cauchemars. On évite de sortir, on évite en fait vraiment de complètement de sortir, d'éviter tous les lieux possibles. C'est la suite immédiate est vraiment très difficile. Après, au fil du temps, ça se calme un petit peu. Il y a toujours les bruits qui font énormément peur parce que ça rappelle les coups de feu. Moi personnellement, j'ai pas travaillé pendant plus de 2 ans. C'était impossible pour moi d'aller au travail. Les transports en commun sont devenus difficiles à prendre parce que chaque personne autour de nous devient un terroriste possible. Je fais toujours pas mes courses dans les magasins cachers parce que j'ai toujours peur d'un attentat. Vous n'êtes pas retourné dans l'hypercachère ? Non, je ne suis pas retournée dans l'hypercachère. Non, ça devient, c'est des choses qui deviennent impossibles en fait. N'importe quel magasin cachère, c'est aujourd'hui impossible parce que c'est toujours tout de suite assimilé à la possibilité d'un attentat. Après, avec les mois et les années qui passent, il y a des choses qui deviennent un peu plus simples, mais c'est très long. La question aussi qui se pose, comment on continue à vivre dans une ville qui est la vôtre, comme Paris, comme Vincennes, mais tout en sachant donc qu'il y a cette insécurité, ce sentiment d'insécurité. Est-ce que ce sont des choses qui vous ont remis en cause votre existence même en France? Vous avez peut-être pensé choisir d'autres horizons, peut-être envisager de faire votre alia à ce moment, après l'hypercachère, après le drame que vous avez vécu, ou alors c'était pas parmi les réflexions que vous avez eues? Alors c'est vrai que tout de suite après l'attentat, non, c'est pas quelque chose à quoi j'ai pensé. Par contre, oui, je me sens toujours en insécurité à Paris. Après, voilà, avec les années qui passent et les attentats qui s'enchaînent, effectivement, rester à Paris devient très très compliqué. C'est vrai qu'avec mon mari, on envisage de pas forcément rester ici, on envisage de partir, peut-être de faire notre alia, peut-être aller aux États-Unis, mais c'est vrai que ça devient très compliqué de rester à Paris. On est toujours sur nos gardes quand on est dehors, on évite les lieux touristiques, c'est devenu très difficile. En Israël, où malheureusement on a l'habitude de ces attentats, les victimes, les blessés sont suivis avec beaucoup d'attention par les différentes autorités. Est-ce que vous aussi, vous avez été suivi, accompagné au cours des 3 dernières années par les différents services des autorités françaises ? On a été très bien pris en charge dans les suites immédiates de l'attentat. Oui, il y a des médecins qui nous ont appelés régulièrement. On a été vraiment très bien pris en charge dans les suites immédiates. Le problème, c'est que les symptômes, on va dire, ne sont pas apparus tout de suite. Et c'est vrai que dans les mois qui ont suivi, c'est là que des fois, on a commencé à avoir des baisses de morale et des souvenirs qui reviennent. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait été un peu lâchés par les médecins, par le gouvernement. Une dernière question.
est-ce qu'on peut tirer une leçon? Vous tirez une leçon de ce qui vous est arrivé? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous retirez de ce qui s'est produit, du fait que vous ayez eu la vie sauve ce soir-là? Oui, moi personnellement, j'étais infirmière à l'hôpital et j'avais l'habitude de travailler le Shabbat. C'était une obligation dans mon métier. Et c'est vrai que depuis les attentats, j'ai repris un poste où je peux avoir mes Shabbats et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et depuis, je tiens absolument à faire Shabbat chaque semaine. Eh bien, Noémie Sidbon-Aouzi, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner à notre micro sur Studio Qualitas ce matin pour nous faire partager, nous ramener à ces heures tragiques du 9 janvier, de ce vendredi après-midi, 9 janvier 2015. Merci d'avoir été avec nous et bonne chance pour la suite et bonne continuation. Shalom, shalom. Merci à vous. Voilà, il est 8h25 sur Studio Qualita. Après ce témoignage particulièrement émouvant, nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec Eliana Gurfinkel.